père, mon complice, mon ami de 35 ans, oh non, parce qu'on avait 10 ans à cette époque-là, le doyen Koudane, pour déviance de l'intégrité scientifique, plagiat et non-déclaration des conflits d'intérêts, analyse des soumissions de la revue OTSR pendant une année. Merci mon cher Olivier, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente de cette réunion, Mesdames les académiciens, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie. Alors sur cette première diapositive, bien sûr, vous avez effectivement le titre, mais si vous l'avez regardé de près, vous voyez que les deux auteurs, c'est-à-dire moi-même et Olivier Jardet, on n'a pas de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt. Vous allez voir que j'y reviendrai à la fin de cette communication. Alors ceci étant dit, sur le plan introductif, c'est l'étude de 2012 qui, au niveau des Proceedings of the National Academy of Science aux États-Unis, soulignait que le nombre d'articles rétractés pour non-respect de l'intégrité scientifique avait été multiplié par 10 en 10 ans. Et ces auteurs évaluaient en 2012 à plus de 1% les articles publiés qui correspondaient à des fraudes scientifiques, pourtant dans une revue prestigieuse, incluant le défaut de déclaration des liens ou des conflits d'intérêts, le plagiat, l'autoplagiat, mais aussi l'embellissement des données, la falsification des données et la falsification des études statistiques. Alors si l'on reprenait à cette époque un tout petit peu les principales disciplines concernées, eh bien en numéro 1, il y avait la science médicale. Et derrière, il y en avait les sciences sociales. Et à la fin, ceux qui étaient le plus en corrélation avec le respect de l'intégrité scientifique, c'était les géographes, les philosophes et les mathématiciens. Alors une étude dans OTSR, qui est notre revue nationale en orthopédie traumatologie, rapportait que 94 absences de déclaration d'intérêt dans les articles publiés dans la revue intéressaient les Français. Alors, le but de cette étude, c'est une étude rétrospective sur le plan docimologique, si je puis dire, sur une année des articles soumis à OTSR pour déterminer les taux de plagiat potentiel et autoplagiat, déterminer les taux de défaut de déclaration des liens d'intérêt des auteurs français, et de déterminer le lien éventuel entre ces deux méconduites scientifiques des auteurs français dans les articles soumis à la revue OTSR pendant une durée d'1 an. Alors l'hypothèse était que plus de 20% des soumissions correspondaient à des plagiats potentiels, 20% dans la revue OTSR, et que plus de 80% des auteurs français ne déclaraient pas leur lien au conflit d'intérêts. Matériel et méthode, alors le recueil des données a été effectué avec l'accord du rédacteur en chef, qui est le professeur Migaud de la revue OTSR, que nous remercions une nouvelle fois pour tous les articles réceptionnés, pour proposition de publication pendant une durée de 1 an. Alors les données, et ça il est important de le signaler ici, car sur le plan éthique, ces données qui ont été analysées sur des supports informatiques ou des listages imprimés qui nous ont été envoyés par le rédacteur en chef, contenaient des appréciations confidentielles sur les auteurs ou sur la qualité scientifique des soumissions. Donc nous avons décidé à la fin de cette étude de détruire tous ces datas à la demande du rédacteur en chef d'OTSR. Ce qui, sur le cadre de l'intégrité scientifique, peut poser problème. Parce qu'il est toujours bon, a posteriori, de pouvoir faire un rétrocontrôle de ce qui est publié. Mais force est pour moi de dire que nous l'avons fait. Alors l'analyse des articles a été effectuée de manière journalière par l'équipe rédactionnelle d'OTSR qui leur affecte un numéro unique. Et ces articles sont analysés par le logiciel Authenticate, puis par d'autres logiciels qui permettent de rechercher ce qu'on appelle les plagiats et les autoplagiats. Et pour les articles émanant d'auteurs français, la concordance a été étudiée entre la déclaration des liens déclarés dans l'article et les déclarations retrouvées sur le site Transparence, dont vous avez la référence du ministère de la Santé et des Solidarités. De toute manière, les déclarations pour les auteurs français sont déjà obligatoires depuis plus de 5 ans. Alors, critères de jugement ont été retenus comme plagiat potentiel les concordances à plus de 20% déterminées par Authenticate, et pour les défauts de déclaration d'intérêt, les sommes non déclarées supérieures à 1 000 € pour les auteurs français. Bon, je vous passe sur l'étude statistique avec les intervalles de confiance, le Qui2, etc. Et l'étude bibliographique a été réalisée à partir des données du site Web of Science de l'Université de Lorraine. Résultat,
Pendant cette année, 851 soumissions d'articles ont été analysées dans la période concernée, ont été exclus donc, des soumissions 10 éditoriaux, 19 conférences d'enseignement et 4 lettres à la rédaction. Alors les résultats provenance de géographique et la notion de plagiat, vous avez sur la colonne à votre gauche les 850 soumissions qui ont été effectuées avec le pourcentage et le nombre de soumissions, et sur la colonne de droite les pays concernés avec en rouge le pourcentage et l'aspect significatif, en particulier pour les auteurs d'Extrême-Orient, de plagiat et d'autoplagiat. Pour le reste, ça restait, on va dire, non significatif. Donc, on a mis en évidence l'existence effectivement de plagiat ou d'autoplagiat avec une prédominance des articles provenant d'Extrême-Orient. Je n'en dirai pas plus sur la provenance géographique. Enfin, mais vous voyez à quoi ça peut-être correspondre. Pour les déclarations, les défauts de déclaration d'intérêt, donc je rappelle que c'était pour les sommes supérieures à 1 000 € et par rapport à ce qui est déclaré sur le site Transparence du ministère de la Santé, eh bien, il y avait 95% de non-déclaration, c'est-à-dire que 95% des auteurs français ne déclaraient pas leur, entre guillemets, lien d'intérêt par rapport à cette somme qui avait été fixée, 1 000 €. Alors, quelques éléments de discussion, d'abord pour la revue OTSR. Alors, il y a une version anglaise donc, qui est référencée dans la bibliographie internationale. L'impact factor d'OTSR est maintenant de 2,5. Alors, pour en revenir à Hervé Maisonneuve, maintenant, depuis cette année, les impact factors, c'est un chiffre, virgule, avec un autre chiffre derrière. Il n'y a plus de 2 chiffres derrière maintenant. Enfin, voilà. Donc, c'est un impact factor qui, pour les orthopédistes, est relativement important. Alors, toutes les commissions, bien sûr, sont accessibles sur le site. Et bien sûr, OTSR applique les recommandations de Publishing Your Scholarly Work in Medical Journal, etc. Et COP, enfin, comme vous le savez, aux recommandations de la Haute Autorité de Santé chez nous en France. Et elle est dotée, cette revue, d'un comité d'éthique. Alors, le plagiat ou l'autoplagiat, c'est probablement, mon cher Olivier, la méconduite scientifique actuellement qui est la plus fréquente. Par rapport aux autres méconduites scientifiques, en dehors de la non-déclaration des intérêts, et elle est retrouvée de façon statistiquement plus fréquente chez certains auteurs, en dehors de la France. Alors, en anglais, c'est le salami slicing, qui est formellement banni de l'intégrité scientifique. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Le comité d'éthique des publications COP souligne le rôle crucial de l'ISSN, c'est-à-dire l'International Standard Serial Number, dans ses 16 principes de transparence. J'y reviendrai pas parce que vous avez la référence là qui vous permettra d'y aller. Ce travail, d'autre part, montre que les auteurs français ne se soumettent pas à l'obligation de déclaration des liens au conflit d'intérêts, obligation qui fait partie intégrante de la notion de l'intégrité scientifique. Qu'on le veuille ou non, ça c'est sur le plan éthique la réglementation. Et ce malgré des rappels de cette même revue OTSR dans des éditoriaux et dans des articles qui datent de 2017. Donc ça fait déjà un peu plus de 5 ans. Alors je vous passe la définition des conflits d'intérêts que vous avez mais que vous connaissez. Alors la spécialité d'orthopédie, vous allez me dire, mon Dieu, mais les orthopédistes ne déclarent rien, ils gagnent plein de pognon et ils ne les déclarent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous rassure. Les sommes déclarées dans d'autres spécialités, j'ai vérifié, que ce soit la cardiologie, la cancérologie, l'imagerie, sont hélas beaucoup plus importantes. Mais je ne parlerai ici que de ce que j'ai fait, c'est-à-dire m'intéresser à ce qui se passe en orthopédie. Dans ce travail, il existe des défauts de déclaration concernant plusieurs origines, des invitations à des repas, des congrès, des voyages, des royalties de brevets, participation à des séminaires de formation. Alors, l'absence de moyenne par rapport à l'ensemble des communications des auteurs français, en la moyenne, c'était environ 4 000 € avec des extrêmes qui allaient de 1 000 à 270 000 €. Là, on est dans les rayons des cardiologues. Voilà. Alors, voilà donc, ça c'est clair. Je rappelle que dans le secteur de la santé, la déclaration des liens d'intérêt, c'est-à-dire des pays, est obligatoire.
les membres des professions de santé ayant l'interdiction de recevoir des avantages procurés par des entreprises, associations à des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas de la presse scientifique, la déclaration de lien d'intérêt, ce n'est qu'une simple information qui doit être exécutée, certes sur le plan réglementaire, mais aussi sur le plan éthique, qui est destinée aux docteurs et qui ne remet pas stricto sensu en cause la validité de la publication. Alors la prévention des déviances scientifiques, alors les orateurs précédents et Alban en a parlé aussi, c'est évidemment, et Christian Hervé bien sûr, c'est le rapport Corvol qui date de juin 2016 et qui a été remis au secrétaire d'État en charge de la recherche. Ce rapport comprend 16 propositions que vous retrouverez très très facilement. Et la publication de ce rapport a été suivie de la création en mars 2017, ça fait donc 6 ans, de l'Office français de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire de l'Office. Alors vous allez me dire, c'est encore un truc administratif qui est payé avec nos impôts, donc avec les vôtres, mais c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important. En France, on a besoin de ça. Alors les déviances à l'IS, ben, ça a été, c'est effectivement l'aphorisme publish or perish. C'est la course au point SIGAPS, on en a longuement parlé, et c'est Mariam qui en a parlé. La course à l'index de Hirsch, et on a donné des exemples, effectivement, dans la carrière en particulier des hospitalo-universitaires, de l'importance de ces points qui, d'ailleurs, sont mis en exergue dans le rapport Corvol, mais qui ont été critiqués par la suite pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Alors la prévention, eh bien, elle est définie par le directeur de l'Office qui a récemment déclaré: le propre de la démarche scientifique, c'est de douter, d'avoir du sens critique et d'avoir codifié la manière dont on doute et dont on exerce son sens critique. Le propre de l'intégrité n'est pas de se définir comme une absence de manquement à l'intégrité, mais comme une chose positive. C'est une démarche positive, c'est une démarche de questionnement éthique, et une typologie sommaire des méconduites commence par les falsifications des données, les plagiats, les autoplagiats, les référencements biaisés des études, le saucissonnage des publications pour en augmenter le nombre, les conflits d'intérêts, les signatures abusives, mon Dieu, les signatures abusives. On n'en a peut-être pas trop parlé jusqu'à présent, mais posez-vous la question de savoir comment a été publié la première fois. Je ne citerai bien sûr aucun nom parce que l'article 102 du Code de déontologie me l'interdit. Comment a été publiée la découverte de la trisomie et quels étaient les auteurs. Il y a eu, puisqu'on fait la bibliographie dans le même journal, c'est-à-dire Le Monde, avec mon ami Laurent Sedel, ça a été parfaitement bien expliqué. Et en fait, ça a été découvert par une laborantine. Et les photos qui ont été prises pour la première fois de la trisomie 21, et bien sûr qu'elles n'étaient pas dans les auteurs. J'y reviendrai. Signature abusive, archivage déficient, donc il faut toujours pouvoir contrôler en rétrocontrôle les méthodes non reproductibles. Alors il y a des limites à cette étude. On n'a pas analysé l'avis préalable à un comité d'éthique pour certaines publications vis-à-vis en particulier, ni non plus la loi Jardet. Alors je ne vais pas revenir, mais là on a un spécialiste. Normalement, pour des études prospectives ou même rétrospectives, ça peut être, c'est 1, 2 ou 3 selon la loi Jardet, ça on l'a pas fait. Alors le défaut de déclaration d'intérêt chez les auteurs français a été arbitrairement fixé à 1 000 € pour pouvoir le comparer avec un travail précédent. Le plagiat, il n'a pas été possible de déterminer les taux respectifs de plagiat et autoplagiat à partir du logiciel Identiquette pour les auteurs étrangers. Pas pour les auteurs français. Mais de toute manière, on a pu prouver que c'était inférieur à 20%. Et on a montré aussi que les auteurs français, certes, s'ils ne déclaraient pas leur lien d'intérêt, par contre, ils plagiaient ou ils autoplagiaient très peu. On ne peut pas avoir tous les défauts. Alors, à travers, je rappelle que le logiciel transparence.gouv.fr est accessible à tout le public. Alors cela ne signifie pas que les seuls auteurs français, comme je l'ai déjà dit, et parmi eux les orthopédistes seraient sous-déclarants, mais les données manquent pour ETSR, bien sûr, pour les auteurs étrangers. Alors souvenez-vous de ma première diapositive, il y a le pavé là, pas de conflit ou de lien d'intérêt. Normalement, lorsqu'on présente une communication, et oserais-je dire que je m'étonne un peu que les auteurs précédents n'aient pas déclaré
leur absence de lien d'intérêt, parce que je pense que c'était une oubli, mais enfin, sur le cadre de l'intégrité scientifique, voilà, c'est une démarche. Donc, j'ai dit que Olivier Jardet et moi-même, nous n'avions pas de conflit d'intérêt. Donc, j'ai été moi-même sur le site et je me suis aperçu que Henri Coudane avait le 23/11/2021 touché de façon indirecte pour un repas du laboratoire Boehringer 31 € et qu'Olivier Jardet le 24/06/22 de Sanofi 50 € pour un repas toujours et le 12/09/22 Mathis 50 €. Certes, ce sont des sommes inférieures à 1000 €, mais on pourrait, à partir de cette courte cohorte de Henri Coudane et Olivier Jardet, en déduire que Olivier Jardet, certes, il est plus grand que moi, mais me coûte plus cher, d'une certaine manière, et mange 2 fois plus que moi. Mais posez-vous la question de savoir jusqu'où on peut déclarer ces conflits, ce lien d'intérêt. Donc je le dis là, ici, de façon publique. Et avant d'entreprendre la conclusion, ce travail a été publié dans OTSR, et si vous regardez les noms d'auteurs, eh bien vous verrez qu'il y a une dame qui s'appelle Jennifer Bossi, B-O-S-I, et Jennifer Bossi, c'est ce qu'on appelle une ITRF, ou une BIAT si vous voulez, c'est-à-dire c'est une secrétaire. Donc dans un journal qui a un impact factor de 2,5, elle a son nom. Et ça, je pense que c'est une question. Pourquoi ? Parce que c'est elle, sur tous les listings, qui s'est tapé les contrôles, que j'ai refait une deuxième fois, puis les co-auteurs l'ont fait une troisième fois. Mais je pense que ça, c'est une démarche éthique. Voilà. Alors, l'objectif concernant le défaut des Français de déclaration atteint 95%, c'est une déviance majeure de l'intégrité scientifique, et ça traduit surtout une méconnaissance des conditions éthiques, déontologiques et réglementaires qui font partie intégrante du respect de l'intégrité scientifique. Par contre, les auteurs français ne sont pas des plagieurs ou des autoplagieurs. Alors les plagiats restent inférieurs à 20% dans les soumissions d'articles envoyés à OTSR, et certaines provenances géographiques sont plus impactées que d'autres. Ces conduites relayées par les médias, et les orateurs précédents en ont parlé, ont toujours des conséquences désastreuses sur la notion de recherche médicale. Le comité d'éthique d'OTSR, c'est la question que l'on doit se poser, doit-il proposer au comité de rédaction d'OTSR le rejet systématique des soumissions d'articles ne respectant pas les règles de l'intégrité scientifique et en particulier le défaut de déclaration des liens d'intérêt? Mesdames et messieurs, la question reste posée. Alors nous tenons à remercier le professeur Henri Mégaud, qui est le rédacteur en chef d'OTSR, qui nous a donc confié la totalité des datas, qui a permis la réalisation de ce travail, et puis les collaboratrices. Donc j'ai parlé de Madame Jennifer Bossi, qui n'a bien sûr aucun lien au conflit d'intérêts, Jeanne Lordanan, qui est docteur de l'Université de Lorraine, Camille Gravelier, qui est docteur de l'Université de Lorraine, qui m'ont aidé dans la préparation de ce PowerPoint. Madame la coprésidente, monsieur le coprésident et monsieur le président, chers académiciennes et chers académiciens, je vous remercie de votre attention. Très belle communication. Oui, oui, c'est bon. Tu peux y aller. La première, c'est l'absence de conflit d'intérêt, et je ne parle pas seulement de l'argent, existe-t-il vraiment? C'est-à-dire que quelqu'un peut-il prétendre n'avoir aucun conflit d'intérêt, quel qu'il soit? Ça, c'est une première chose. En sachant que l'intégrité scientifique et l'éthique sont peut-être une notion encore un peu différente du conflit d'intérêt, peu importe. Et puis, je rebondis sur le taux de 95% des auteurs qui ont failli à déclarer, on va dire de façon extensive. Quel est finalement, en dehors du rejet, de la rétractation systématique qui paraît effectivement assez violente, quel est votre avis? Quelles sont les recommandations, par exemple, d'une publication vis-à-vis de ces auteurs? Qu'est-ce que fait la publication, le journal, vis-à-vis de ces auteurs, parce que constate qu'il n'y a pas de déclaration extensive, exhaustive des conflits d'intérêts? Alors, je vais répondre déjà à ta deuxième question. Dans la plupart des cas, le journal demande à ce que cette déclaration soit faite et rajoutée. Dans la majorité des cas, les auteurs l'acceptent. Il existe quelques cas où les auteurs l'ont refusé et l'article n'est pas publié.
La première question, tu me la rappelles, c'était sur... Si on veut aller plus loin, est-ce que quelqu'un peut oui. jamais prétendre n'avoir absolument aucun conflit d'intérêts, même au-delà de la question financière? Alors, je dirais comme l'orateur précédent, j'allais dire un peu joker, parce qu'évidemment, quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de recherche labellisé INSERM, CNRS ou dans une équipe d'accueil, comme moi je l'ai fait, alors que je suis payé grâce à vos impôts par l'université, je veux dire, j'ai l'esprit libre et tout, je veux dire, enfin, réserve faite des 28 € que j'ai touchés une fois pour un repas, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais enfin, peu importe. Par rapport à quelqu'un qui effectivement travaille pour un laboratoire, reçoit des émoluments parfois importants. Mais le but, ce n'est pas de dire il ne faut pas déclarer les entre guillemets conflits d'intérêts. Il faut les déclarer, le fait de faire la démarche, ça intéresse effectivement la rédaction, ça intéresse les lecteurs de le savoir, mais point final, ça ne remet en rien, comme je l'ai dit, l'authenticité sur le plan scientifique et la véracité des résultats. Ceci étant, on n'a pas étudié dans cette étude les faux data, les falsifications du données qui aujourd'hui existent toujours et je l'ai rencontré. Justement, si je peux me permettre un petit commentaire, c'est sur cette partie-là. Merci infiniment. Hein. Il est très important de mettre les pieds dans le plat régulièrement là-dessus parce que beaucoup se évitent largement. En fait, il y a effectivement aucun intérêt à ne rien déclarer parce que finalement, ça n'a pas de conséquences. On se doute tous que quelque part, il y a un petit conflit. Donc, c'est pas grave. Il vaut mieux le dire. Et après, on lit l'article peut-être un peu différemment ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Pour ce qui est des faux data, de l'embellissement des data, aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de journaux. Il y a dans Nature en particulier. Dans énormément de journaux anglo-saxons, il est spécifié que d'abord, on tend vers l'open source. Donc, ça veut dire qu'on demande, vous aviez dit tout à l'heure, on enlève les données, c'est pas bien. Vous avez raison. On va vous demander, on le demande de plus en plus de fournir ces données brutes pour qu'elles soient recontrôlées éventuellement par d'autres personnes. Alors si elles ont été complètement inventées, ça se voit vite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment devenu en science, je ne parle pas de médecine, là, mais en science en général, dans Nature en particulier. Il y a eu un petit document, un petit article récemment sur justement cette nécessité. Et c'est devenu, je veux dire, c'est vraiment passé dans les mœurs, avec une volonté absolue d'aller dans ce sens. De même, de l'embellissement, ça fait partie aussi des recommandations aux auteurs. De plus en plus de journaux vous disent, écoutez, qui n'a pas été tenté de dire finalement, mon travail est le premier, le merveilleux, le sublime, avant moi il n'y avait rien, après il n'y aura pas grand-chose. Et donc ces éléments-là, en fait, on peut les enlever parce que ça n'enlève rien à la qualité du résultat. Si le résultat est là factuellement, quand on analyse le travail, ben, s'il y a 30%, il y a 30%. S'il y avait 40 patients sur 30%, on a vite fait le calcul. C'est pas la peine d'en rajouter derrière, mais c'est quelque chose qui faisait un petit peu partie de la manière de s'exprimer aussi, qui est tendance. Et les gens le faisaient sans forcément être des malandrins. Simplement, c'était une petite habitude de travail. Simplement, le contrôle, le rétro-contrôle, l'analyse, le suivi, la traçabilité poussent dans cette direction. Et donc, ce travail montre un peu ce qui est fait dans une discipline, et vous avez raison, ce n'est qu'en orthopédie, bien sûr, que ça se passe. Mais sinon, dans tous les autres où se passe la même chose, on voit cette avancée du côté des journaux scientifiques qui me semble majeure et qu'il faut absolument anticiper. Il faut insister largement là-dessus. C'est pas contre, mais il faut le prendre en compte au début. Après tout, finalement, seuls les résultats comptent. Et comme on dit, les chiffres sont têtus parfois, donc on va s'en tenir là, sans trop mettre de décorum autour de tout cela, en déclarant les intérêts comme c'est fait en amont. C'est très, et c'est vraiment mis en place. Donc ce travail, finalement, va dans le sens... J'ai même l'impression que les éditeurs, enfin les gros journaux, parce qu'il y a plus que des journaux, les éditeurs, Nature c'est un groupe, carrément, c'est plus qu'un journal, ben, ils ont aussi anticipé parce qu'ils se sont rendus compte que ça va leur tomber dessus aussi derrière et qu'on les croira de moins en moins. On en a parlé tout à l'heure avec ces moments un peu d'égarement scientifique, on va les appeler comme ça, il y en a pas mal quand même quelque part. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Je trouve que c'est assez sain finalement cet échange du côté des utilisateurs, de ceux qui fournissent l'information et de ceux qui vont la vendre. N'oubliez pas que les journaux, ils existent parce qu'ils vendent quelque chose, un produit scientifique. Alors j'ai oublié de préciser, mais je partage tout à fait votre analyse. Au TSR, c'est publié par Springer Fairlight. Juste pour donner une version digestive. Il y a 2 mois à peu près, dans Hépatogastro et entérologie, est sortie une large étude
sur les conflits d'intérêts dans les publications scientifiques. Et c'est intéressant parce que les auteurs montrent que dans plus de 50% des publications scientifiques, il y avait un conflit d'intérêts qui biaisait les réponses. 50%. Merci. Professeur Lenoir. Oui. Merci beaucoup. J'avoue que tous ces problèmes correspondent à ce qui se passe actuellement, et que quand j'étais en activité, tous ces problèmes étaient guère évoqués. Mais je pense quand même que ces notions de conflit d'intérêts aboutissent à un repli de la France sur elle-même, parce que dans le temps, les chirurgiens français allaient beaucoup dans les congrès étrangers. Et je pense par exemple à la participation de l'American College of Surgeons, qui est quand même un congrès mondial où tous les chirurgiens étrangers participent. Et j'ai peur qu'il y ait actuellement très peu de chirurgiens français qui y vont, alors que du temps de l'absence de cette réglementation, les laboratoires favorisaient le déplacement des chirurgiens français à l'American College. Et je crois que beaucoup de congrès ont disparu, ce qui fait que moi ça me gêne, parce que notamment en ce qui concerne la chirurgie universitaire, il est très important d'avoir un feedback, très important de comparer ce qu'on fait avec ce qui se passe à l'étranger, de savoir si on est dans les normes ou pas. Quand j'entends au congrès de chirurgie français le taux de fistule colique qui existe, et qu'il y a encore comme la dernière fois, comme il y a un mois, il y a pas un exposé, si un exposé qui dure une demi-heure sur le traitement des fistules coliques, moi ça me rend fou, parce que les fistules coliques, je n'ai pratiquement jamais connu ça, et je voudrais savoir si c'est la même chose à l'étranger. Je crois qu'il est quand même vital qu'on puisse mélanger à l'étranger. Or, il n'y a plus de financement pour ça. Et j'aimerais que M. Goudan nous précise quelle est la situation actuelle. Alors, mon cher Bernard, oui, je vais pouvoir répondre à votre question. Pour, par exemple, notre congrès, la SOFCOT, qui réunit quand même 4000 chirurgiens orthopédistes français, il y a 30% d'étrangers. Depuis maintenant 6 ans, sous l'impulsion d'un ancien président, je peux donner son nom, Philippe Beaufils, il a interdit que la participation au congrès soit payée par un laboratoire. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Maintenant, en ce qui concerne les déplacements, il n'y a aucune honte à se faire payer un voyage Paris-Chicago pour assister à un congrès de chirurgie digestive mondiale. Mais il faut en faire la déclaration. Ce n'est pas pour autant que les publications scientifiques, à partir du moment où on le déclare, il n'y a aucune honte à avoir, il faut le faire. On le fait, c'est tout. Ce n'est pas, j'allais dire, une démarche éthique que de dire bon, je n'irai pas au congrès parce que je ne peux pas me payer, ou le laboratoire refuse de me payer. En général, les laboratoires, ils continuent à payer, mon cher Bernard, à partir du moment où on accepte. Et puis d'ailleurs, ils sont obligés de le faire, au moins en France. Mais par exemple, aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font dans pratiquement 100% des cas. Pourquoi? Parce que s'ils se font piquer, alors là, pour eux, c'est terrible. Hein. Chez nous, non. Enfin, alors donc, je dirais, Monsieur le Président, n'ayez pas peur de faire vos déclarations. Ça ne pose aucun problème vis-à-vis de la qualité de vos publications scientifiques. J'espère, mon cher Bernard, vous avoir rassuré sur ce point. Plus que rassuré, rasséréné. Rasséréné, parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, la Fondation de l'Avenir. Je vous remercie beaucoup de votre présence. La séance est suspendue. Elle ne reprendra que le 25 octobre, puisque la semaine prochaine, l'Académie se transporte au Parlement de Strasbourg sous la présidence d'Olena Zelenska, qui, on l'espère, sera présente. Elle est annoncée puisque c'est la chirurgie du sein en Ukraine en période de guerre. Donc et la semaine d'après, nous serons à Rennes sous la présidence de Karim Bouchena. Et donc la séance est suspendue jusqu'au 25 octobre en ces lieux.